Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du direct a le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Lachmi Seyer, expert financier international, ex-Strategica en Algérie, racheté par Deutsche dans les années 2000, principal promoteur du marché financier à Alger dans les belles années 2000. Lachmi Seyer, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous ce matin. C'est un grand plaisir pour moi. Voilà, je me suis rendu compte en réécoutant l'émission que nous avons enregistrée il y a 2 ans, oui, que sur la à peu près douzaine de recommandations que vous aviez faites à l'époque pour mobiliser et construire un marché financier, très peu, mais vraiment très peu, ont été appliqués depuis. Et nous sommes toujours dans la même problématique. Crise des prix du pétrole, $60, on n'est pas sorti de la crise. Déficit budgétaire, difficulté pour le Trésor à mobiliser des ressources et grande faiblesse de la capacité à mobiliser l'épargne en Algérie. Ça ne se passe pas tellement mieux qu'il y a 2 ans. C'est quand même assez préoccupant. Vous ne le trouvez pas? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que nous avons une économie qui a complètement changé, qui est ouverte sur le monde par rapport aux années 70, qui était une économie dirigée. Et donc, la grande problématique, c'est que pour faire face à cette économie mondialisée, on utilise toujours les mêmes mécanismes des années 70 de financement ou autres. Donc, toute la panoplie d'instruments modernes ne sont pas là. Quand on voit, par exemple, lorsqu'on finance un projet ou n'importe quoi, nous, on fait appel à l'equity totale. On finance à 100%. L'État finance par le capital, et le capital est la chose la plus chère. Alors que lorsqu'on finance quelque chose, un projet ou une maison ou n'importe quoi, on a ce qu'on appelle la structure du capital. C'est-à-dire, généralement, 30% c'est de l'equity parce que ça coûte cher, et les 70%, il faut lever. L'equity, elle va coûter 15%, 20%, et les 70%, c'est de la dette, donc qui coûte 4, 5% selon le type d'emprunteur et les risques que ça implique. Nous, on n'a pas fait appel à ça. On a financé à 100%. Et donc, nous assumons aujourd'hui un risque monumental qui est un risque de liquidité, parce qu'on n'a plus les liquidités, et on le voit. Le deuxième risque, c'est le risque de taux, parce qu'on a financé des entreprises publiques, privées, etc., des taux de 2,5% bonifiés, etc. Et aujourd'hui, les taux sont arrivés jusqu'à 9%. Et donc, pour aller chercher la liquidité, on va la payer très cher. Et donc, ça, en ce qui concerne d'abord l'approche et la méthodologie de financement. Donc, on n'a pas suivi les approches orthodoxes. Oui. Parce que lever de l'argent, pour nous, à l'étranger, c'est un tabou. Alors que les gens qui se sont développés en utilisant l'argent des autres. Oui. Mais seulement quand on utilise l'argent des autres, il faut l'utiliser dans des activités qui génèrent des capacités de remboursement. On dirait même que ça crée plus de contraintes pour être performant quand on utilise l'argent des autres. Exactement. Et là, quand on utilise l'argent des autres, pour pouvoir emprunter, il faudra avoir un rating, on y viendra tout à l'heure. En ce qui concerne la panoplie, par exemple, d'instruments qu'on n'a pas utilisés pour dynamiser cette économie, il y a une foultitude, il y a beaucoup d'instruments. Par exemple, aujourd'hui, les banques, elles ont des portefeuilles de crédit qu'elles ont donnés à des entreprises. Ces portefeuilles, il y a des bons et des mauvais. Dans les économies développées, les économies des pays émergents, il y a un mécanisme qu'on appelle la titrisation. Donc, ils peuvent prendre ces portefeuilles et pour faire face à leur risque de liquidité, il ne faut pas attendre du trésor. Tu as des moyens, tu vas sur le marché, tu titrises. On a une loi sur la titrisation, malheureusement, qui a été faite en 2006. Qui était trop pointilleuse et pas utilisable. Non, elle était faite uniquement pour le crédit hypothécaire et pas pour l'ensemble de l'économie. Alors que la titrisation, aujourd'hui, est un instrument très performant pour les cartes de crédit, pour les crédits. Puisque vous l'évoquez, on va être technique un petit peu ce matin, puisqu'on a la chance d'avoir un grand expert avec nous. La titrisation, c'est transformer un portefeuille de dette en titre qui se transige sur le marché. Qui peut être acheté donc sur le marché secondaire. Les gens qui ont de la liquidité, au lieu de déposer leur argent à 2% à la CNEP,
accepte, si le titre qui est mis sur le marché est à 5%, il va aller l'acheter et sortir cet argent de chez lui qui dort. Donc ça, c'est un moyen. Nous avons par exemple... Est-ce que ce n'est pas une mauvaise évolution, entre guillemets, vous connaissez bien l'économie mondiale, vous avez été au Canada pendant très longtemps, est-ce qu'on n'a pas été trop loin ailleurs dans la titrisation? On sait, on a jusqu'à titrer les subprimes, des mauvais crédits, et bon, c'est un extrême duquel on est très loin, mais est-ce que c'est pas ça, j'essaie de défendre un peu le point de vue du gouvernement, qui fait qu'il hésite à aller dans cette direction? Non, il n'y a pas d'hésitation, puisqu'on a fait une loi de toute façon. Mais la titrisation, le problème se trouve avec les produits dérivés. Moi, je n'ai pas parlé des produits dérivés, parce que la titrisation, il y a un sous-jacent. Il y a un actif sous-jacent. Maintenant, quand on titrise, la banque peut prendre, par exemple, les bons dossiers, elle les titrise et elle dit, bon, c'est une titrisation avec recours. Si jamais vous n'êtes pas payé, moi, Oui. Et là, en général, c'est les agences de notation qui permettent d'évaluer les bons titres et les moins bons titres. Exactement. Ce que nous n'avons pas en Algérie. Exactement. Le deuxième mécanisme, nous avons constitué un parc immobilier monumental. Et c'est l'État qui a financé tout ça. Alors que dans les marchés financiers, le deuxième pilier, après les obligations du Trésor, etc., c'est le marché hypothécaire. C'est le deuxième pilier d'un marché financier. Nous, on a raté l'occasion de développer un marché financier sur les crédits immobiliers. Alors, je m'arrête une seconde sur cet aspect, sur le marché immobilier. Vous dites que si on avait une autre politique de logement, on aurait poussé plus d'Algériens à prendre du mortgage et donc d'avoir une relation avec la banque. C'est ça. Et on aurait dû systématiquement pousser les Algériens à avoir une partie de crédit quand ils prennent un logement. Absolument. Et le crédit peut se faire sur 25 ans. Il vaut mieux payer un crédit sur 25 ans à, je sais pas moi, à 5 000 dinars tous les ans ou 10 000 dinars. Enfin, mais est-ce que c'est pas le cas? Est-ce que c'est pas le cas? Parce qu'il y a dans les formules... C'est les privés qui ont les moyens. Parce que quand vous allez demander un prêt... Personne n'achète complètement un logement à 100% en fonds propres. Non, il n'y en a pas. Et si, il y en a. Il y a des gens qui ont les moyens de le faire. Par exemple, je vous donne certaines distorsions dans l'économie, les professions libérales. Les professions libérales, ils ont un problème, par exemple, de déclarer leurs revenus. Un médecin, un avocat, on ne sait pas ce qu'il gagne, il déclare, donc ce n'est pas au réel. Et donc, quand il va à la banque demander un prêt, quand il voit sa déclaration d'impôt, il dit, écoute, ton revenu n'est pas suffisant pour te donner un prêt. Donc, il n'aura jamais son prêt. Donc, il va le payer en cash. Et puis, il y a des gens aussi qui ont le problème de l'intérêt. Ils ne veulent pas payer de l'intérêt. Ils disent, bon, il n'y a pas de mécanisme financier éthique ou islamique, etc. Moi, je préfère payer directement. Alors, vous me donnez la possibilité de remettre un fil conducteur. On va évoquer tous les moyens que l'État n'a pas pu. On va revenir sur les recommandations que vous avez commencé à citer tout de suite. Dans le discours du gouvernement Yahya, on a remis... très vite un peu les produits islamiques au devant de la vitrine pour laisser entendre qu'on allait peut-être mobiliser mieux avec cet artifice, ce mécanisme. Vous dites, vous avez déjà dit il y a 2 ans, il manque une disposition légale dans la loi monnaie et crédit qui permet de développer une industrie des produits financiers islamiques et cette modification n'a pas encore été faite. Oui. En fait, il ne faut pas surestimer disons le gisement de la finance islamique, parce que il y a 2 facteurs qui sont bloquants. D'abord, la méconnaissance du public concernant ces mécanismes, et deuxièmement, le manque de confiance. Parce que si les gens gardent leur argent, ce n'est pas uniquement pour des raisons donc d'intérêt ou autre, mais aussi parce que avec les faillites des banques privées, avec de Khalifa, etc., il est resté dans le subconscient des gens qu'il vaut mieux avoir son argent chez soi qu'ailleurs. Et maintenant, avec les nouvelles réglementations, pour retirer de l'argent, on vous demande de justifier, etc., avec les nouvelles de lutte anti-blanchiment et autres. Donc ça, ce sont des facteurs. Aujourd'hui, pour mettre en place la finance islamique, il y a des ajustements à faire, des ajustements à court terme et des ajustements à moyen terme. Il y a des choses qu'on peut faire rapidement. Par exemple, on a autorisé 3 banques à faire des fenêtres islamiques. Ça, c'est pas très difficile à faire. Mais seulement, il y a
des mécanismes qu'on appelle, éviter, donc réduire les frottements fiscaux entre la finance classique et la finance islamique. C'est quoi les frottements fiscaux? Parce que quand vous faites une transaction islamique, elle est totalement différente d'une transaction financière. La transaction financière, il y a un taux d'intérêt, il y a un prêt, etc. Dans la finance islamique, les transactions sont purement commerciales. Donc, quand vous voulez acheter quelque chose, la banque ne peut pas vous financer directement si vous l'achetez vous-même. Donc, elle va l'acheter, elle va vous le revendre immédiatement. Il y a des contrats concomitants. Donc, il y a une TVA. Il y a un doublement de la TVA parce qu'il y a deux opérations, à vente et achat. Il y a un doublement de ce qu'on appelle les mutations de propriété, donc engendre un double TVA. Pour les opérations à caractère commercial, un doublement des droits d'enregistrement, un doublement également de la taxe sur la publicité foncière, un doublement des émoluments du notaire, parce qu'il y a deux transactions. Et donc, ça, il faut réduire donc, ces frottements fiscaux et rendre les transactions commerciales donc, de type islamique similaires, les considérer comme des transactions financières. Ce que les Français ont fait, donc ils ont amendé leur code fiscal. Parce que sinon, ça devient pas rentable du tout. Ça devient pas rentable. Alors que c'est une opération dont l'objectif est de financer. C'est pas autre chose. Donc ça, ces aménagements fiscaux doivent être faits. Alors je vous pose une question, monsieur. Ça, on le sait depuis très longtemps. Moi, j'ai organisé un séminaire en 2006 où j'ai fait toutes ces recommandations, où j'ai amené des pays du Golfe une grande institution qui a émis un soukouk. Et je me suis dit, on va étudier leur expérience. On l'a fait dans un institut dans lequel j'étais impliqué, l'Institut algérien des hautes études financières, pour ne pas le citer. Et ça a impliqué tous les parties prenantes en Algérie. Il y avait des représentants du secteur financier public, privé, etc. Donc il y a des gens qui avaient dérouler tout le mécanisme et ce qui manque pour nous. Aujourd'hui, on a parlé de lancer un soukouk au mois de septembre dernier, ça ne s'est pas fait après le grand emprunt, parce que le système n'est pas au point, parce qu'il y a des ajustements à faire qu'on n'a pas encore fait. Pour faire les ajustements, il faut changer la loi pour faire des soukouks. Ça va prendre du temps. Je leur ai dit. Et déjà, la loi monnaie-crédit, la loi cadre. La loi monnaie-crédit, ça peut se faire dans une loi de finances. Dans une loi de finances et peut-être aussi le code commerce, code civil, il y a pas mal de choses à changer. Mais entre-temps, on peut commencer en faisant ce qu'on appelle les titres participatifs. Les titres participatifs, ce sont des instruments qui jouent le même rôle que le soukouk, qui sont à mi-chemin entre une obligation et une action. Seulement le titre participatif, il vous fait participer au résultat, donc ce n'est pas un taux d'intérêt, mais vous n'avez pas une action à proprement parler qui vous fait participer au conseil d'administration, prendre les décisions, vous n'avez pas aucune décision de management. Mais la différence, parce que pour bien comprendre, participer au résultat, donc on peut émarger, on peut toucher des dividendes, mais ça ne donne pas un droit de vote et ça ne donne pas... Non. En fait, quand on fait un titre participatif, dès le départ, il y a un contrat entre l'émetteur et le projet. C'est-à-dire que ce contrat, on peut fixer un taux au départ et un taux à l'arrivée, un taux variable et un taux fixe. Aujourd'hui, comme on ne connaît pas la loi permet, et c'est islamiquement acceptable, de fixer un taux fixe à 0 et un taux variable en fonction du résultat de l'entreprise, en fonction de l'environnement, en fonction d'un certain nombre de facteurs. Seulement, ceci existe dans le Code de commerce. Le Code de commerce, l'article 715 bis 74, il dit « La partie variable fera l'objet d'une réglementation spécifique qui précisera les limites. » Et jusqu'à présent, elle n'est pas sortie. Et donc, on ne peut pas faire tant que ces limites n'ont pas été fixées, on est bloqué. On est bloqué par une disposition réglementaire qu'on n'a toujours pas éditée. En fait, elle est réglementaire. Le code existe, il a spécifié seulement, il y a une disposition qui doit déterminer la fourchette du variable. Monsieur Sir, les ministres des Finances qui se sont succédés le savent, ça. Ils savent que on a entendu Abdelrahman Ben Khalifa insister beaucoup sur le lancement des produits islamiques. Le nouveau ministre, M. Raouia, en a fait quasiment une nouvelle vitrine. Ils savent qu'ils doivent agir sur ça. Moi, toutes ces dispositions, tous les amendements qu'il faut faire, j'ai été sollicité par le FCE, donc
le patronat pour leur faire une étude sur ce qu'il faut faire pour donner naissance à une véritable finance islamique. Donc je leur ai remis le rapport avec tous les amendements à faire. Ça date du mois de juillet dernier. De 2017. Donc on peut supposer que le gouvernement actuel, à l'occasion de la tripartite, a dû être saisi. Je ne sais pas s'ils l'ont remis ou pas. Ils devaient organiser une grande rencontre pour informer sur les détails, etc. Maintenant, avec les différents changements qu'il y a eu sur la place, je ne sais pas. Je ne sais pas où en est le projet. Donc déjà, si on peut fixer, moi je suis persuadé, et j'ai parlé avec des entreprises qui sont prêtes à émettre des titres participatifs. Elles sont prêtes à le faire et à aller chercher donc de l'argent, et c'est islamiquement acceptable. Compatible. Oui. En attendant, bien sûr, les aménagements majeurs pour les soukouks. Parce que pour les soukouks, il y a des aménagements. Aujourd'hui, on veut faire un soukouk sur, supposons, une concession. L'État, on donne un exemple, donne en concession l'aéroport d'Alger, par exemple. Et il veut lever un soukouk pour se financer. Eh bien, aujourd'hui, si les banques doivent prendre une hypothèque sur une concession, ils ne peuvent pas le faire, parce que c'est une concession. Donc, il faut régler ce problème. Ce problème a été réglé lorsqu'il s'est agi d'une disposition qui permettait donc de prendre des hypothèques sur les concessions minières. À l'époque, quand Chakib Khalil avait donc accepté qu'il y ait des concessions et qu'il s'est donné, il s'est battu pour que les banques prennent les concessions comme... parce que les concessions, elles sont sur 20 ans, sur 30 ans, etc. Donc, il y a suffisamment de temps pour prendre une hypothèque. Et donc, on a fait une disposition qui permettait de prendre des concessions sur les concessions minières. Une hypothèque sur les concessions. On pourrait et c'est pas extensible, vous recommandez que ce soit extensible au foncier et au bâti. Ce qu'on appelle une grand-périser cette décision, grandfathering, comme on dit en anglais, et les inclure. C'est vrai que c'est un verrou qui bloque beaucoup l'intermédiation financière, parce que quand on n'est pas propriétaire, beaucoup d'industriels disent j'ai rien à mettre en hypothèque, je suis sur une concession, etc. Et là aussi, c'est un ijtihad que le gouvernement doit faire. Non, exactement, ça ils peuvent le faire. Il y a aussi le problème parce que quand on fait un soukouk, on crée une SPV, Special Purpose Vehicle, donc qui est une espèce de société coquille, et généralement pour émettre, il faut que cette coquille soit notée pour qu'elle puisse lever de l'argent. Et la notation, elle est faite par une agence de notation. Comme c'est une coquille, on va la noter sur 2 facteurs. Sur l'actif lui-même qu'elle va acheter et sur celui qui va rembourser donc le prêt. Et donc, on lui donne une notation. Aujourd'hui, la SPV, si elle doit aller à la bourse ne l'accepte pas parce qu'elle lui demande 2 bilans existants. Donc elle même pas dans le compartiment PME, peut-être? Non, pour les soukouks, les PME, c'est pas leur place. Oui, parce qu'un soukouk pour être rentable, c'est à partir de 100 millions d'euros et plus. D'accord. Donc déjà, ça, c'est un blocage. Parce que vous recommandez d'enlever cette disposition? Oui, pour les soukouks. Parce que c'est des grands émetteurs, etc. Donc ce n'est pas aussi, comment dirais-je, dans les soukouks également, il y a des soukouks l'ijara, par exemple. Les soukouks d'ijara, l'émetteur peut être une banque, par exemple, un établissement financier. Un établissement financier ne peut pas prendre, des crédits, ne peut pas prendre des dépôts, etc. Quand il crée une SPV, il faudrait que la SPV jouisse des mêmes droits que la maison mère, ce qu'on appelle prêter sa licence. Parce que la SPV ne peut pas faire un contrat de crédit bail. Et donc ça, c'est un aménagement à faire, que les autres pays ont fait, etc. Pourquoi Lech Messier, on peut penser qu'un soukouk va réussir mieux qu'une obligation classique dans le financement des crédits? On avait des obligations classiques, vous êtes bien placé pour le savoir. Pourquoi le soukouk aurait peut-être plus de résonance dans le public? Dans le public, parce qu'ils ont un actif sous-jacent qui est palpable. Donc,
Air Algérie, quand ils ont lancé leur obligation, c'était pour acheter les avions. Oui, oui. Donc il y a un actif, on est aussi dans le même... Exactement, ils auraient pu faire un sukuk. D'ailleurs, la majorité des avions que Emirates achète ou que Etihad achète sont sur une base de sukuk islamique ou des sukuk lijara, ce qu'on appelle sukuk lijara. Et donc c'est faisable. Air Algérie peut lancer un sukuk lijara, seulement il faut... Donc c'est un instrument supplémentaire pour lever une ressource. Les gens, d'abord, ils ont un rendement meilleur qu'une obligation, parce que ce n'est pas une obligation, c'est presque une action. Un sukuk, c'est un peu... Il y a un volet participatif. Participatif. Un sukuk, ça veut dire que tu as une part du projet qui t'appartient. Et donc la SPV, supposons par exemple... Il n'y a pas d'autre d'intérêt, d'où son caractère islamique. Exactement. Ce n'est pas un intérêt, c'est une location. C'est pas un crédit, c'est ça. Soit une ijara, c'est-à-dire il y a une marge de profit, soit c'est une murabaha, donc il y a une marge de profit, soit c'est une ijara, c'est une location. C'est une prestation. Donc. Voilà. Donc il n'y a pas d'intérêt du tout. Et ça appelle pour les gens, et c'est ce que les Turcs ont fait par exemple, pour aller ramasser la liquidité informelle qui existe chez eux. Et donc, ça permet aux gens d'aller souscrire directement un sukuk que d'aller apporter leur argent, leur demande d'où vient cet argent, etc. Et donc, ça rentre directement dans le circuit formel. La Chemissière, le gouvernement n'a pas réussi à tenir son agenda de lancer en septembre 2017 le premier sukuk. Est-ce que vous avez une idée sur comment il comptait faire la société qui doit les mettre, SPV, vous l'avez cité, est-ce qu'il y en a une qui a été créée? C'est adossé à quel projet? Est-ce qu'on en sait un peu plus en dehors de ce retard législatif et réglementaire qui a empêché le lancement? C'est-à-dire un sukuk, quand on lance les sukuks, ce n'est pas comme un emprunt obligataire qui va être un emprunt général, tout azimut pour financer n'importe quoi. Un sukuk, il faut qu'il y ait un projet adossé. Il faut un projet sous-jacent. Par exemple, on veut faire le port de Cherchel. Le port de Cherchel, c'est quelque chose, c'est un projet, il peut lever des sukuk. On ne va pas, par exemple, lever des sukuk pour financer la balance des paiements. Pour financer la balance commerciale, la balance des paiements, le budget, le déficit budgétaire ou autre. Mais ça soulage le gouvernement pour continuer ses projets. Le seul handicap, c'est que pour faire un sukuk, il faut beaucoup de transparence. Il y a des ratings à faire. Est-ce que c'est la COSOB qui doit donner un visa pour faire l'opération? On est quand même dans un scénario où c'est la COSOB. C'est appel à épargne publique, c'est la COSOB. C'est la COSOB. Oui. Donc, et la COSOB n'a jamais traité ce type de cas. Non, parce que la réglementation est un frein pour le moment. Et ils sont prêts, la COSOB est prête à faire les titres participatifs parce que c'est un petit détail uniquement. Ils peuvent dire par exemple, je sais pas moi, ils peuvent prendre une disposition, je ne sais pas si c'est faisable ou pas, dans la loi de finances pour dire, bon, la partie variable peut évoluer entre 0 et 20%. Par exemple, dans certains pays, le Canada, dont je connais les mécanismes de financement très bien, au-delà de 60% de taux d'intérêt, on considère que c'est de l'usure. Donc c'est très, très large. Moi je dis par exemple, il ne faut pas que ça dépense 15% ou 20%. Ça reste dans le... Aujourd'hui, les cartes de crédit, c'est 18%, les taux qu'ils appliquent. À l'international. Oui. Donc, pour ne pas rentrer dans le... Parce que ce n'est pas des intérêts, c'est des participatifs. C'est un financement participatif. Donc, il participe au résultat. Alors ce taux-là, est-ce qu'en général, dans les pays qui ont développé une finance islamique, est-ce qu'on se retourne vers les oulémas pour savoir, justement, par exemple, fixer à partir de quel seuil on est dans l'usure? Est-ce que c'est quelque chose qui se négocie? Ce n'est pas de l'usure, c'est un rendement. C'est un rendement, oui. Normalement, il n'y a pas de plafond. Pour la carte de crédit, par exemple. Il n'y a pas de plafond. La carte de crédit, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. On est dans la finance commerciale purement. Alors, vous avez dit, donc, bon, si jamais on arrive à lancer quand même, on va être optimiste, mettre ces mises à jour réglementaires et législatives fiscales et lancer cette industrie de la finance islamique, ça va soulager, notamment avec les soukouk, ça peut soulager le budget de l'État. Vous considérez que ça peut être important comme ressource ou est-ce que c'est vraiment marginal? Parce qu'il y a un doute sur... Écoutez, on dit les Algériens refusent de traiter avec la banque à cause de riba, mais on ne sait pas très bien jusqu'à quelle mesure c'est vrai. Écoutez,
moi je crois à l'adage qui dit ce sont les petites gouttes qui font les rivières. On peut commencer petit et vous allez voir moi je prends rien que l'exemple des obligations. Quand on les a lancées, on a commencé par une petite obligation de 2 milliards de dinars pour la SRH. Et ensuite, Algérie est venue, etc. En moins de 3 ans, on a levé 3 milliards de dollars sur le marché. C'est pas rien. Ça a frappé l'imagination. Les gens du FMI sont venus nous voir vos expériences. Comment vous faites mieux que les pays de l'Europe de l'Est? C'est vraiment... on peut citer, c'est au risque de gêner votre humilité, mais vous avez intéressé la Deutsche Bank qui est venue racheter votre instrument stratégique. Hein. Exactement. Donc, c'est possible de faire. En commençant, il vaut mieux commencer petit et aller vite. Et à ce moment-là, réaliser des choses. Et c'est pas impossible parce que l'Algérie est pleine d'opportunités qu'on ne soupçonne pas. Il y a des acteurs aujourd'hui. Il y a des acteurs parce que généralement, on voit qu'Alger. En Algérie, vous allez dans l'Est, dans l'Ouest, il y a de grandes entreprises qui sont dynamiques, qui veulent même aller à l'international. Ils me parlent comment est-ce qu'on fait pour aller à l'international. Et ça, c'est une autre donne. On va en parler en fin d'émission. Mais effectivement, alors, est-ce que vous considérez que c'était une bonne chose de démarrer dans cette quête de collecter de l'épargne, compte tenu des difficultés du budget de l'État, de démarrer par une opération tout ce qu'il y a de plus classique, l'emprunt public garanti par l'État avec un taux supérieur à celui qui rémunère les dépôts bancaires, le fameux emprunt national. Vous en faites quelle lecture, quel bilan? Je ne sais pas qui a conseillé le gouvernement de faire cette opération. Personnellement, j'aurais procédé tout à fait différemment. Parce que un emprunteur, s'il veut aller au marché, il faudrait qu'il le soit dans la pérennité. Il ne fait pas une action coup de fusil et il s'en va. Ils ont fait un emprunt et ils sont arrêtés. Il faut qu'il soit là pour développer un marché, pour qu'il y ait des transactions. Il teste le marché d'abord. On ne va pas pour lever 12 000 milliards 1200 milliards de dinars. Moi, j'aurais commencé par une opération beaucoup plus modeste pour voir... Parce que plus le montant est élevé, plus le taux d'intérêt qu'on demande va être élevé. Donc j'aurais commencé tous les 2 mois, tous les 3 mois, je fais une émission. Je ne déclare pas une émission au mois de mars et je la réalise au mois d'avril. Moi, quand je faisais une opération d'emprunt, des fois, ça me prend 12 mois, ça me prend, dans les meilleurs des cas, quand on a une meilleure entreprise, ça fait 6 mois d'étudier ses financements, étudier les risques, les liquidités, qui est sur le marché, quand est-ce qu'il est le moment opportun, quand est-ce que la Banque d'Algérie fait des reprises de liquidités sur le marché, quels sont les taux du trésor, quelles sont l'évolution du marché monétaire. Donc, tous ces éléments sont analysés pour déterminer le taux et aller au moment opportun. Donc, il y a beaucoup de stratégies à faire. Là, on décide, on donne un taux d'intérêt, puis on y va au marché avec une mastodonte, un grand pas. C'est pour ça que on a asséché les liquidités, parce que les premiers à être au front, ce sont les banques. Donc, toutes leurs liquidités sont sorties, ce qui fait un crowding out pour le secteur privé. Donc, pour pouvoir aller chercher des ressources, il n'y en a plus pour le secteur privé. Deuxièmement, les taux. Lorsque il y avait une distorsion au niveau des taux. Lorsque l'État emprunte à 5 ans, des trésors à 5 ans, à 2 et quelques, et toi, tu vas aller à un emprunt national à 5,75 sur 5 ans, ça crée d'énormes distorsions. Ensuite, les gens vont arbitrer contre l'État. Parce que les crédits, les titres que l'État a émis sont acceptés comme collatéral au niveau des banques pour pouvoir avoir des crédits. Oui. Et donc, ça va être un double fardeau pour les banques. Oui. Parce que les banques vont se retrouver avec j'ai parlé tout à l'heure des risques de taux, les risques de liquidité, etc. Et donc, c'est ça le problème. J'aurais préféré que l'État aille en vagues successives et continue à être dans la pérennité sur le marché et être un acteur pour dynamiser ce marché, pour aller à 2 milliards chaque fois ou 1,5 milliard, 2 000 milliards
plutôt que d'aller avec... Alors, il y a cette possibilité-là, donc, de faire différemment sur les montants et la périodicité, rester sur le marché, développer le marché en revenant plusieurs fois. Mais il y avait aussi cette autre possibilité. On a reçu M. Yazid Ben Mohoub, directeur de la Bourse d'Alger, il y a quelques semaines ici. Il y avait la possibilité aussi de faire cette levée de fonds à la Bourse d'Alger pour créer un marché secondaire, au moins de cette obligation, de ce titre souverain. Ça ne s'est pas fait. Vous, dans votre vision, on aurait gagné à le faire? En fait, déjà, il y avait des dispositions qui avaient été prises par le passé pour ouvrir un compartiment pour les trésors. Parce que le trésor émet des titres. Il y a un compartiment au niveau de la bourse d'Alger pour trader. Seulement, l'État n'émettait pas. Et ça, j'ai toujours milité pour que l'État émette de façon, même s'il n'a pas besoin d'argent au moment de l'opulence, mais pour garder un marché vivant pour ces moments difficiles. Même si l'État émet, je ne sais pas, 100 millions tous les mois, ça crée une dynamique dans le marché. Et ça permet aux banques de travailler, etc. Aujourd'hui, ce que les banques ne savent pas, ou je ne sais pas, les banques à l'international font la plus grosse partie de leurs revenus sur les transactions au niveau des marchés financiers. Ce n'est pas les crédits classiques. Bien sûr. Parce qu'ils ont des commissions à aller, des commissions au retour, c'est monumental ce que les banques, rien que sur le marché financier, ils font 40 à 50% de leur l'État n'a pas animé cette partie, on va dire, souverain, titre du Trésor à la Bourse d'Alger. C'est la peur d'un mouvement de spéculation sur les actifs de l'État? Non, pas du tout, parce que l'État n'avait pas besoin d'argent. Il te dit, parce que l'État, sa priorité, c'est ses propres besoins. Ses besoins sont couverts. Alors l'autre critique, M. Lechmessier, qu'on peut facilement faire à cet emprunt national, c'est d'avoir quasiment tué dans l'œuf l'opération précédente de collecte de l'épargne informelle, celle de la mise en conformité fiscale, dont on avait eu l'occasion de parler il y a 2 ans, parce qu'elle était au tout début. Vous avez dit que c'était un mauvais signal, cette opération avec 7%, et qu'il y avait mieux à faire. L'emprunt a quasiment stoppé cette opération. Oui, enfin, il est venu en quelque sorte un peu en substitut, donc c'est substitué à cette opération. Parce que les gens, ils font un calcul simple, parce que les gens, c'est des commerçants. Donc, aller déposer de l'argent à la banque. Ils vont être pénalisés à 7%. Ensuite, leur argent, qu'est-ce que ça va leur rapporter à la banque? Dans le meilleur des cas, même s'ils le mettent à la CNEP, ça va leur rapporter 2,5%. Donc, cet argent-là, s'il est utilisé dans les circuits commerciaux, les rendements sont énormes. Donc, il continue dans l'informel parce que en face de la décision, il n'y a pas eu des mécanismes de rétorsion. Donc, sur l'argent qui n'a pas été canalisé dans ces circuits formels. Oui. Et donc, pour ça, il n'y a pas de... dans ces trucs-là, il faut la carotte et le bâton. Oui. Alors, les autres mesures que vous avez évoquées il y a 2 ans qui auraient pu améliorer la capacité, l'attractivité des émissions de l'État et donc mieux financer l'économie. Il y a bien sûr ce problème récurrent de faire passer le financement des entreprises par la bourse, l'equity, dont on parle beaucoup. Là aussi, on n'a pas l'impression que le Premier ministre est arrivé, il a dit j'arrête l'introduction des sociétés publiques en bourse, qui a quand même beaucoup désolé la place. Et puis, les privés n'arrivent pas. Vous avez toujours pointé un effet d'éviction par le crédit. Le crédit étant resté longtemps bon marché, les chefs d'entreprise, raisonnablement, ils font leurs calculs, etc. Ils préfèrent aller emprunter auprès d'une banque plutôt que d'aller chercher du capital qui coûte très cher, vous l'avez encore rappelé. Absolument. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui et est-ce que vous pensez qu'on est sur le bon chemin pour que cette distorsion disparaisse? Oui. Écoutez, pour aller à la bourse, il faut, disons qu'une entreprise soit dans une phase d'expansion. Dans une phase d'expansion, elle a un grand marché, elle se développe bien, mais comment dirais-je, le secteur financier est incapable de l'accompagner en termes de crédit. Donc, il faudrait qu'elle renforce sa base capitalistique. Et pour la renforcer, elle va à la bourse.
Donc elle va chercher des capitaux qui vont lui donner un meilleur portrait pour que les financiers, parce que les financiers calculent un ratio. Au début de l'émission, je parlais d'un ratio de ce qu'on appelle la structure du capital. Donc on ne peut pas être une entreprise rachitique qui a 10% d'equity dans son capital et puis elle va demander 90% de dette. La banque n'accepte pas, donc ce n'est pas un portrait acceptable. Si elle est dans une phase d'expansion, elle a un avenir, etc., elle a intérêt à aller à la bourse. Donc ce ne sont pas les connards boiteux qui vont aller à la bourse. Personne ne va les acheter. Les gens vont acheter les entreprises qui ont de l'avenir. Et donc, le fait d'aller à la bourse va les booster de façon extraordinaire. Une autre étape qui est intermédiaire avant d'aller à la bourse, ce sont les fonds qui participent au capital. Ces fonds n'amènent pas uniquement le capital, ils amènent un savoir-faire pour encadrer l'entreprise dans son expansion, en mettant les bonnes règles de bonne gouvernance sur le plan technique, avec les différents comités, avec la discipline qu'il y a, en cherchant les cadres les plus compétents, ils vont aller les chercher là où ils n'existent pas, même à l'extérieur, pour donner cette force. Et c'est pour ça que les fonds, quand ils participent dans une entreprise, leur sortie, elle se fait à plusieurs multiples de leur entrée. 2 fois, 3 fois, même 4 fois de leur multiple. On a vu des entreprises rentrer avec 50 millions d'euros et sortir avec 500 millions d'euros au bout de 4-5 ans. Généralement par la bourse. La bourse est un des moyens. Et de donc, sortie. Exactement. Ça, c'est la voie privilégiée pour sortir. Dans notre cas aussi, pour un fonds, c'est la meilleure façon pour pouvoir sortir. Il n'y a pas que de mauvaises nouvelles depuis notre entrevue d'il y a 2 ans. Donc, il manquait des sociétés de gestion des fonds de participation à l'époque. Vous l'aviez souligné pour dire que ce n'était pas possible que ça se développe sans ces sociétés-là. Rendant à M. Ben Khelfa d'avoir quand même constitué ces sociétés-là. Et donc, aujourd'hui, en principe, il n'y a plus d'obstacles pour créer des fonds d'investissement et les gérer. Normalement. Il n'y a plus maintenant, les sociétés de gestion peuvent exister pour gérer les fonds et donc pour pouvoir lever des capitaux. Il y a un petit souci quand même avec les fonds. Enfin, nous, à l'interface média, on est bien passé pour en parler. C'est que les fonds s'intéressent à des niveaux de capitalisation et de besoins en equity qui sont souvent au-dessus des radars. En fait, il y a fonds et fonds. Il y a des fonds qui sont spécialisés par secteur. Par exemple, le healthcare, la santé, qui sont spécialisés dans l'industrie, dans les médias. Ça, c'est une affaire. Il y a des fonds aussi qui sont des fonds de capital risque, ce qu'on appelle, qui vont aller vers les startups. Et ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc, et ça, pour des pays comme le nôtre, c'est ce qu'il faut. Et il y a les fonds classiques, donc de private equity, qui vont aller que dans les entreprises qui sont en phase de croissance, qui ont un track record, qui ont démontré que c'est des entreprises qui génèrent des bénéfices, mais qui ont besoin de plus de capital pour booster pour aller chercher leur marché. Exactement. C'est le type des fonds comme Abrage ou autres des grandes mastodontes qui s'intéressent donc à ces entreprises. Et en Algérie, il nous manque cet étage de la fusée qui est capital risque parce qu'il y a beaucoup de projets de start-up qui sont sous-capitalisés. Et on n'a pas de fonds pratiquement en Algérie. Tous les fonds qui interviennent, c'est des fonds étrangers. Ils interviennent en devise. Nous, on a une loi. Il faut que cette loi permette donc de créer des fonds en dinars algériens. Je me suis dit, on a un fonds quand même en Algérie. On a le FNI avec ses démembrements par wilaya. Oui. Alors, la politique du FNI préoccupe puisque l'acronyme FNI est sorti dans les motifs, l'exposé des motifs de la loi de finances, du projet de loi de finances pour 2018, au sujet du financement non conventionnel. L'attribution d'une partie de ce financement non conventionnel serait destinée à recapitaliser le FNI. Vous vous rendez compte? Recapitaliser le FNI, et ça passe devant l'Assemblée nationale. En principe, un fonds d'investissement qui a été bien capitalisé au départ fait tourner ses actifs, ressort de certaines affaires pour investir ailleurs et se développe tout seul. En anglais, une expression, lorsque quelque chose, par exemple, des entreprises qui font des pertes et on continue à injecter de l'argent, on dit to throw good money after bad. Nous, actuellement, we are throwing bad money after good. Jeter de la bonne monnaie. Après traduction, ça serait jeter de la bonne argent. Après le mauvais argent. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est jeter de la mauvaise monnaie après la bonne monnaie, quoi.
Oui. Donc oui. c'est quand même... je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, on avait fait un séminaire, je crois en 2007-2008, donc sur les financements internationaux, etc. À l'époque, moi, je prenais pour la création d'un fonds souverain. Vous êtes nombreux à l'avoir soutenu. C'est ça. Donc j'étais parmi les premiers à avoir milité pour cela. J'ai dit, nous avons des réserves de change. Ce que je demandais, c'est qu'on ne mette pas toutes les réserves de change dans un fonds souverain, mais qu'on prenne 10%. À l'époque, on avait 150 milliards. 10% de fonds souverains, ça fait un amorçage de 10 milliards, un peu plus, entre 10 et 15 milliards, donc on peut choisir le montant. Ça peut être un seed pour un fonds souverain. Et après, il se développe, il utilise à ce moment-là les leviers, il va chercher les technologies. À l'époque, on pouvait acquérir des banques à l'étranger qui nous permettent de fleurir, d'intervenir dans des continents comme l'Afrique ou en Amérique latine, qui peuvent accompagner les entreprises algériennes. Donc cette philosophie n'a pas été retenue pour créer un FNI, parce que la priorité était pour le développement donc, de l'économie nationale. Donc c'est une autre vision pour le développement national. Mais le fonds souverain auquel je pensais, c'était pour le développement de l'économie en amenant les technologies et accompagner les entreprises pour le faire. On a vu dans quoi a investi le FNI. Il a investi dans Jay-Z, il a investi dans AXA, il a investi dans Renault. Il faut regarder quel dividende il en a tiré. Et un fonds, il faut que les décisions soient commerciales s'il veut réussir. Il faut qu'il ait des compétences pour analyser les opportunités. Dans ce métier-là, moi je l'appelle le métier de l'entonnoir. Vous avez 100, 150 transactions qui viennent pour qu'à la fin, il n'y a que 2 ou 3 qui passent dans l'entonnoir et que tu es sûr que c'est des entreprises qui Donc, vont te... Vous dites que le FNI devrait avoir un board qui analyse des opportunités d'investissement tous les jours, Non, etc. Et à la fin... C'est pas le board. D'abord... Oui, avoir les moyens d'analyser toutes les opportunités et là, il fonctionne sur injonction, visiblement. Voilà, c'est un problème de gouvernance, ce que je veux dire. Parce que il y a des institutions étatiques. Moi, j'ai travaillé dans des institutions étatiques. Je travaillais à la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui est une institution d'État. Je travaillais à l'Exim Bank du Canada, qui est à 100% une institution de l'État. Seulement, la gouvernance, elle est privée. Dans le conseil d'administration, il y a 13 personnes. Il y a le représentant du détenteur du capital et les 12 autres sont des gens qui viennent du secteur privé. Il y a des avocats, il y a des entreprises de construction, des exportateurs, just name it. Et c'est eux qui décident. Donc, ils prennent des décisions. Maintenant, vous dites donc, M. Lachmissière, réforme de la gouvernance du FNI urgente. Oui. D'une part, donc mais ça, vous avez évoqué la réforme de la gouvernance des banques publiques. C'est la même chose. Mais ça devient encore plus stratégique et plus criard dans le cas d'un... Exactement. Et les gens qui travaillent, il faut des professionnels. Parce que les gens qui travaillent dans ce métier du private equity, du placement, les professionnels, il faut les payer. Ce n'est pas avec les salaires qu'on distribue en Algérie qu'on ait des gens capables d'analyser Sauf si on dit, bon, parce qu'on a décidé de financer ce projet, qu'on ne l'analyse pas, on s'en fout. Parce qu'il y a l'intérêt national, il y a d'autres considérations. Là, c'est une autre paire de manches. Oui. Mais si on veut faire des affaires de façon orthodoxe, c'est comme ça qu'il faut faire. Monsieur Lachmissière, là, on approche de la fin de cette émission. On a quand même il y a 2 grandes problématiques de l'économie algérienne. On a parlé longuement de la première, celle de mobiliser de nouvelles ressources, parce que les ressources de la fiscalité pétrolière se sont effondrées ces dernières années. Et puis, il y a ce grand challenge de diversifier l'économie et d'aller chercher des possibilités de nouvelles ressources en devises avec l'exportation, voire avec l'investissement à l'international. Et je voulais avoir votre réaction sur les chefs d'entreprise algériens qui disent pour conquérir de nouveaux marchés étrangers, il faut être accompagné, et notamment être accompagné par des banques. On cite souvent, d'ailleurs ça a provoqué un incident spectaculaire avec le ministre des Affaires étrangères, on cite souvent le Maroc pour dire que les entreprises marocaines ont bénéficié du déploiement de banques marocaines dans l'Afrique de l'Ouest notamment, avant de pouvoir aller s'y implanter. Est-ce que c'est un prérequis pour faire de l'international ? L'international est un métier très complexe. Parce que nous vivons dans
une économie mondialisée. Et la concurrence est rude. Parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, on va aller en Afrique. On va aller conquérir le marché africain. Le marché africain est déjà conquis. Il est déjà conquis. Les entreprises sont là-bas. Les Français, les entreprises françaises sont là-bas. Les entreprises brésiliennes dans les pays lusophones sont là-bas. Les Chinois sont là-bas. Les Indiens sont là-bas avec des moyens très importants. Dans les ports des Bolloré, ils sont partout sur tous les ports. Vous allez exporter des produits. D'abord, on ne suffit pas au marché national. Combien même on suffit au marché national, pour aller, il faut des normes. Est-ce que nous avons les normes en termes de calibrage, en termes de ce qu'on appelle il y a les barrières non tarifaires qui sont là. Vous avez un produit, est-ce que... On va supposer que tout ça est réglé. On va supposer que par rapport à certains champions nationaux, il y en a quelques-uns, Dieu merci, dans le privé, qu'ils répondent à ces standards-là. Après... Oui. Maintenant, il faut être dans ces pays dans la durée, il faut être présent. Pour être présent, il faut des investissements, il faut amener de l'argent. Aujourd'hui, une entreprise ne peut pas avoir une autorisation d'exporter des capitaux pour aller investir dans un autre pays. Donc exporter des capitaux pour investir dans un autre pays, c'est la problématique un peu dramatique de ces derniers jours. Le groupe Cevital s'est vu bloquer son investissement à Piombino quand il a récupéré le complexe des aciers rares en Italie, parce qu'il n'a pas pu déployer la deuxième phase de son investissement, et Cevital a laissé entendre qu'il n'a pas pu déployer cette deuxième partie, notamment, pas seulement, mais notamment parce qu'il n'a pas pu mobiliser tous les moyens dont il dispose en Algérie pour pouvoir les investir là-bas. Ça aurait peut-être pas suffi, mais vous dites qu'il faut être plus permissif avec la possibilité de prendre des actifs à l'international pour les privés. Oui. Si on prend le cas du Maroc que vous avez cité, les entreprises, elles ont une autorisation, donc disons 10 millions de dirhams par exemple. La Banque centrale les autorise à aller investir dans les pays. C'est quelque chose de gérable. Donc c'est pour ça que vous avez des écoles de formation qui se font, parce que c'est des montants qui sont pas énormes. Ils créent des écoles de formation. Donc déjà ça imprègne donc certains pays africains sur ce pays, sur comment ils forment. Leurs banques sont présentes. Ils ont racheté des actifs de banques étrangères, de banques françaises, Société Générale, BNP. La dernière acquisition pour 700 millions d'euros, ils ont acquis les actifs de Barclays en Égypte. Ça, c'est Tijal Wafad. Vous avez la BMCE qui a acheté Bank of Africa, donc qui rayonne sur tous les pays de la CEDEAO, une dizaine de pays. Ils ont ouvert également en Afrique de l'Est, à Nairobi, dans toute cette zone-là pour être présents. Et ça permet d'accompagner leur entreprise. Nous, on n'a pas de banques qui sont présentes pour accompagner leur entreprise. Alors, il y a une proposition qui a été, je ne sais plus par lequel de nos invités, qui dit on a pris tellement de retard là, sur ce volet-là, que les entreprises algériennes devraient juste utiliser le réseau des banques françaises qui sont leurs clients, dont ils sont clients ici en Algérie. Oui. Il y a des groupes français importants qui sont présents en Afrique en général, pas seulement de l'Ouest. Oui. Et voilà, et ça permet de gagner du temps, parce qu'on ne peut pas compter sur les banques algériennes pour le faire maintenant. Non, parce qu'il méconnaît le mécanisme de fonctionnement des banques. Parce que aujourd'hui, ces banques étrangères, pour donner du crédit en Algérie, il faut que les décisions aillent jusqu'au siège à Paris lorsque ça dépasse un petit montant. Alors si on va dans des pays qui sont considérés risqués par l'agence d'Alger, qui va assumer le risque? Est-ce que c'est Paris qui va assumer les risques ou l'agence d'Alger? Non, c'est compliqué. C'est méconnaître les mécanismes financiers de dire ça. Donc les banques françaises ne peuvent pas jouer ce rôle-là. Elles peuvent les jouer si nous n'avions pas de contrôle d'échange. Oui. Ouais. Donc c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe. Donc, on va finir quand même avec une note qui peut ne pas être particulièrement optimiste. Vous pensez que l'Algérie va, beaucoup d'experts le pensent, in fine revenir sur le marché international, le marché financier, donc lever des fonds pour ces différents projets, pas seulement pour financer le déficit de la balance des paiements qui va se poursuivre, même s'il se réduit grâce à la remontée du prix du pétrole. Oui. Le rating de l'Algérie ne s'est toujours pas fait. Vous dites que sans rating, il faut éviter d'aller où ça va coûter très cher. En fait,
Le rating, on ne l'a pas fait. À l'époque, il y avait des entreprises qui voulaient le faire, de grosses entreprises. Une grosse entreprise publique. On pense à Sonatrach ou Sonatrach parce qu'elle peut aller sur les marchés, donc ils voulaient le faire en 2003, 2004, etc. D'ailleurs, j'ai même fait une émission pour eux de 5 milliards, rien que pour connaître la mécanique, comment se préparer, etc., pour les aider à se préparer, etc. Mais ça ne s'est pas fait. Une des raisons pour lesquelles, selon ma compréhension, c'est que l'entreprise qui va faire le rating, que ce soit Moody's ou que ce soit Standard & Poor's ou Fitch, eh ben, pour faire le rating de Sonatrach, par exemple, ils sont obligés de faire ce qu'on appelle un surrogate rating. Ils vont faire un rating du pays. Et donc, le pays, à l'époque, c'était difficile. On aurait pu avoir un rating, disons, en 2006, 2007, même en 2010, 2012. Un bon rating. Un bon rating. On aurait pu avoir un triple B facile, les doigts dans le nez. Et mieux le défendre les années suivantes. Exactement. Seulement, faire un rating, ce n'est pas une fin en soi. Le rating implique la transparence. Il faut être transparent. Il faut publier les comptes de façon périodique parce qu'on est noté tous les ans. Est-ce qu'on est prêt à cette transparence et améliorer l'économie, faire les réformes, etc. Voilà ce que ça implique un rating. Donc il faut être préparé pour ça. On n'est pas dans cette dynamique. Et donc ça veut dire, si on a un bon rating, un triple B, ça veut dire on est dans la catégorie investment grade, c'est-à-dire on emprunte sur simple signature. On n'a pas besoin de donner des garanties, sinon on rentre dans la catégorie des junk, etc., en dessous de triple B, etc. Et là, les coûts sont beaucoup plus élevés. M. Ahmed Belmitoul nous a dit ici, l'ancien Premier ministre, qu'aujourd'hui, l'Algérie obtiendrait un très mauvais rating et que c'est peut-être pour ça que... Parce que les indicateurs ne sont plus ceux de 2010-2011 ou avant la crise. Parce que la balance, on a un déficit budgétaire, la balance commerciale déficitaire, les réserves de change ont fondu, l'inflation a augmenté, donc tous les paramètres. Et puis, mais tout de même, tout ça, tout ce qui pénalise l'Algérie, je dirais, c'est pas ça. Ce sont deux autres facteurs fondamentaux. Une économie mono-exportatrice, elle n'est pas diversifiée. Regardez, le pétrole fluctue, ça y est, on est dans la difficulté. Le deuxième facteur, un système financier archaïque, qui est le moteur de l'économie. On en a parlé toute cette émission, il est malheureusement toujours archaïque, et c'est assez désespérant, mais quand même, un mot sur les taux au niveau mondial. Là, on est en situation de déflation qui s'est poursuivie. On dit que même avec un mauvais rating, c'est pas dangereux d'aller lever des fonds, d'emprunter, de s'endetter, parce que on est dans un cycle de taux faible qui va durer. Oui. Vous partagez ce pronostic? Ça dépend en quelle monnaie on emprunte. Aujourd'hui, le dollar les taux sont en train de remonter. Oui, en Europe, si on emprunte... Non, parce qu'il faut regarder, parce que nos ressources sont en dollars. Parce qu'on vend du pétrole qui est facturé en dollars. Et la majorité de nos importations sont en euros. Et donc nos besoins extérieurs sont en euros. Donc il y a un risque de change auquel il faut regarder. Aujourd'hui, l'euro est flat. Les banques empruntent à 0%. Aujourd'hui, dans les banques... Donc il faut emprunter des euros. Exact. Aujourd'hui, mais faire le hedging, parce que nos revenus sont en dollars. Donc il ne faut pas oublier cette affaire-là. Aujourd'hui, vous, en tant qu'individu, si vous avez plus de 100 000 dollars dans un compte, eh bien, vous avez des intérêts négatifs. Vous payez des intérêts négatifs, on vous retire des intérêts négatifs. Aujourd'hui, des pays comme l'Allemagne empruntent à des taux négatifs. La France, malgré le fait que leur dette égale leur PNB, leur produit intérieur brut plutôt, donc ils sont à 98% aujourd'hui, eh bien, ils empruntent à des taux négatifs sur le court terme. Sur le long terme, aujourd'hui, ils empruntent sur 40 ans, des pays comme ça, sur 40 ans à 4%. Donc c'est dire. Aujourd'hui, nous, si on va emprunter, d'abord, comme on n'a pas de rating, donc le prêteur, il va acheter ce qu'on appelle les CDS, qui est une couverture du risque algérien. Le
Le CDS, sur 10 ans, on va payer un 2% par exemple. Donc, ce 2% va s'ajouter donc au taux normal. Au taux normal, plus la marge de la banque, etc. On va aller à 5. Il y a des pays pétroliers aujourd'hui en Afrique sur lesquels j'avais travaillé, ils payent du 9% sur les crédits à l'international. Oui. Non, pour emprunter. C'est souverain en plus. La garantie souveraine. Des fois, ils leur demandent des garanties pétrolières. Donc, c'est aussi ce qu'on appelle des préfinancements pétroliers, etc. Donc, ça va aller chercher du 8-9 allègrement. Donc, il faut considérer tout cela. Il faut considérer tout cela. Donc, pour emprunter, c'est toute une stratégie à mettre en place. Il y a des instruments financiers de protection donc, contre les risques à mettre en place, étudier les maturités, faire des opérations de refinancement en fonction de l'évolution des taux, faire des swaps donc, de monnaie. Enfin, il y a une foultitude d'instruments qu'on peut utiliser. On peut dire que le gouvernement algérien ne s'est pas positionné dans cette perspective. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Lech Messia, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.